Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de l'angoisse domestique, un classique que je pense tout le monde redoute, la douche froide. Ah oui, Mais pas celle qu'on choisit, hein, celle qui nous tombe dessus un mardi matin à 7 heures, pile au moment où on réalise que le chauffe-eau a décidé de démissionner sans préavis. le scénario parfait pour gâcher une journée avant même qu'elle ait vraiment commencé. C'est exactement ça. Alors, pour ne plus subir cette panique, on a mis la main sur un guide de dépannage qui est vraiment très bien fait. Notre mission aujourd'hui, c'est de le décortiquer ensemble. D'accord. L'idée, ce n'est pas de faire de nous des plombiers chauffagistes en 15 minutes. Le but, c'est plutôt de devenir, on va dire, le premier intervenant. Savoir poser un premier diagnostic, faire les quelques vérifications qui peuvent tout changer. Et surtout, comprendre ce que l'appareil essaye de nous dire. C'est ça. Savoir quand il dit «là tu peux m'aider» et quand il nous crie «appelle un pro tout de suite». On va suivre la piste étape par étape. C'est la meilleure approche, vraiment. Face à une panne, la panique, ça n'aide jamais. Alors qu'une méthode, une approche systématique, ça permet souvent d'identifier le problème, et parfois même de le résoudre sans aucun frais. On commence toujours par le plus simple. Parfait. Alors on se met en situation, l'eau est gelée. Mon premier réflexe, je l'avoue, c'est d'aller taper un peu sur la cuve. J'imagine que ce n'est pas la première étape du guide. Ce n'est pas la première recommandation, non. La toute première chose à faire, en fait, se passe assez loin du chauffe-eau. Il faut aller à la source, C'est-à-dire? le tableau électrique. Ah, la fameuse armoire un peu intimidante au fond du couloir. D'accord, j'y suis. Je cherche quoi? On cherche le disjoncteur qui est dédié au chauffe-eau. Souvent, il y a une petite icône ou une étiquette chauffe-eau ou cumulus. Et la vérification est très simple. Est-ce que le petit levier est en haut sur On ou est-ce qu'il est en bas? Ça paraît presque trop simple. Et pourtant, une micro-coupure dans la nuit, une petite surcharge, et ça a pu le faire sauter. D'accord. Alors, scénario, je le trouve en bas, je le remonte et clac, il saute à nouveau tout de suite. Mon réflexe serait de me dire, je réessaye, plus fort. Mauvaise idée? Très mauvaise idée. Là, il faut vraiment comprendre ce qui se passe. Un disjoncteur, ce n'est pas un interrupteur, c'est une protection. S'il saute immédiatement, il envoie un message très clair. Attention, danger électrique. Un court-circuit, quelque chose comme ça. Probablement un court-circuit, oui. Et il coupe le courant pour protéger l'installation et les personnes. Insister, c'est vraiment jouer avec le feu. C'est le signal indiscutable qu'il faut le laisser en bas et appeler un professionnel. Message reçu, on ne joue pas avec l'électricité. Bon, deuxième scénario. Le disjoncteur est bien enclenché, le courant arrive, mais l'eau est toujours froide. Là, je suppose qu'on peut enfin s'approcher de la bête? On s'en approche, oui. Et on va aller chercher ce que certains appellent le bouton magique. Le fameux petit bouton rouge. J'en ai toujours entendu parler, mais ça sonne un peu comme une légende urbaine. On appuie sur un truc et hop, ça repart. Qu'est-ce qui fait en vrai ce bouton? Un non, ce n'est pas une légende du tout. C'est une sécurité bien réelle. Mais avant toute chose, et ça, ce n'est pas négociable, on coupe le courant disjoncteur. D'accord, sécurité d'abord. Toujours. Une fois le courant coupé, on peut dévisser le capot en plastique sous le chauffe-eau, et là, on découvre le thermostat, et sur ce thermostat, il y a ce petit bouton, souvent rouge, parfois un peu caché. Et là, je prends un stylo, quelque chose de pointu, et j'appuie dessus. Exactement. Il faut appuyer assez fermement jusqu'à entendre un clic très net. Un clic. Oui, un clic. C'est la confirmation du réarmement. En fait, ce dispositif est une sécurité thermique. Si l'eau a surchauffé, pour une raison ou une autre, Le calcaire, par exemple. le calcaire ou un thermostat défaillant, oui. Cette sécurité coupe l'alimentation électrique de la résistance pour éviter des dégâts plus graves. En appuyant, on la réenclenche. Donc, ce clic, c'est le plus beau son du monde. C'est le son d'une facture de plusieurs centaines d'euros que je ne vais pas payer. C'est une très bonne façon de voir les choses. C'est un bouton anti-panique, en fait. C'est un peu ça, oui. Et d'ailleurs, pendant qu'on est sous le capot, le guide suggère une autre vérification de bon sens. Regardez la molette de réglage du thermostat. Ah oui, pour voir si elle n'est pas simplement sur une température trop basse. Exactement. Une fausse panne, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. D'accord. Ça couvre les cas, on va dire, les plus simples. Mais la situation se complique un peu si on a un contrat heure creuse, non? Ça ajoute un suspect potentiel à notre enquête. Le contacteur jour-nuit, C'est ça. Ce petit module sur le tableau électrique, avec ses 3 positions, auto, 0 et I. voilà. Auto, c'est le mode normal. Il attend le signal la nuit. 0, c'est l'arrêt complet. Et I, c'est la marche forcée. Et c'est cette position
I qui va nous servir d'outil de diagnostic, j'imagine. Précisément. Si on est en pleine journée, que l'eau est froide et que le contacteur est sur auto, c'est normal qu'il ne se passe rien. Le test, c'est de le basculer à la main sur I. Et là, soit il ne se passe rien. Soit on entend le chauffe-eau se mettre en route. Un petit bourdonnement. D'accord, si j'entends ce bourdonnement, qu'est-ce que je viens d'apprendre? Je n'ai pas résolu le problème de fond, si? Non, mais vous venez de faire un diagnostic d'une précision redoutable. En le forçant, vous avez prouvé que le chauffe-eau, lui, est innocent. Ah d'accord, ok. Sa résistance chauffe, son thermostat fonctionne, tout va bien de son côté. Vous venez de prouver que le problème se situe avant. Donc c'est soit le contacteur lui-même, Soit le contacteur qui est défectueux en mode auto, soit plus rarement le signal du fournisseur qui n'arrive plus. L'appel au technicien devient ultra efficace. Vous lui dites « Mon chauffe-eau marche en forcé mais pas en auto ». Il sait exactement où chercher. c'est brillant. On isole la panne sans même toucher à la cuve. Mais passons au scénario catastrophe. D'accord. J'ai tout fait, le disjoncteur, le reset, la marche forcée, et rien. L'eau est toujours froide ou peut-être à peine tiède. Là, on entre dans le dur. Là, on passe du diagnostic des commandes à celui des composants. Et les deux suspects principaux, comme le souligne bien le guide, sont la résistance et le groupe de sécurité. La résistance, c'est le cœur du système. Son ennemi numéro 1, Un seul mot, le tartre, le calcaire. toujours lui. C'est l'ennemi public de tout ce qui chauffe de l'eau. Avec le temps, il forme une couche de plus en plus épaisse autour de la résistance. L'analogie du guide est excellente. C'est comme essayer de chauffer une casserole enroulée dans une couverture. La résistance chauffe dans le vide, en gros. Elle consomme de l'électricité, mais la chaleur n'atteint plus l'eau. C'est le premier stade. Et la facture d'électricité augmente pour une eau qui est de moins en moins chaude. Le stade final, c'est que la résistance piégée surchauffe et son filament grille. Comme une ampoule. Exactement. Et là, plus de chauffe du tout. Un multimètre confirmera un circuit ouvert. Le guide parle de résistance blindée ou stéatite. Ça change quelque chose pour le diagnostic? Pour le diagnostic, non. Mais pour la durée de vie, oui. Une résistance blindée est en contact direct avec l'eau, donc très sensible au calcaire. La stéatite est dans un fourreau protecteur. Elle ne touche jamais l'eau. Elle dure beaucoup plus longtemps. Mais dans tous les cas, si elle est morte. Si elle est morte, son remplacement, c'est une affaire de pro. Il faut vidanger toute la cuve, c'est une opération majeure. Compris, pour la résistance, on suspecte, mais on ne touche pas. Passons à l'autre pièce, celle qui fait beaucoup parler parce qu'elle a tendance à fuir, le groupe de sécurité. Mon premier réflexe, c'est de me dire une fuite, c'est forcément mauvais. Et c'est là que le guide nous donne une info capitale et assez contre-intuitive. Un groupe de sécurité qui goûte pendant la chauffe, ce n'est pas un problème. Attendez, comment ça... C'est même le signe qu'il fait parfaitement son travail. Une fuite qui est un bon signe. J'avoue que j'ai du mal à suivre. Il faut se rappeler un principe de physique de base. L'eau chaude prend plus de place que l'eau froide. Elle se dilate. D'accord. Dans la cuve, qui est un récipient fermé, cette dilatation crée une pression énorme. Le rôle du groupe de sécurité, c'est d'être la soupape qui évacue ce trop-plein de pression. Ce goutte à goutte, c'est le chauffe-eau qui respire pour ne pas exploser. C'est incroyable. Donc, un groupe de sécurité qui ne goûte jamais pendant la chauffe, ça pourrait presque être inquiétant. Ça pourrait, oui. Alors, c'est quoi le mauvais signe, celui qui doit nous alerter? Le mauvais signe, c'est l'écoulement qui ne s'arrête jamais. Le goutte à goutte ou le petit filet d'eau continue 24 heures sur 24, même quand ça ne chauffe pas. Ça, ce n'est pas normal. Pas du tout. La cause, c'est quasi toujours une petite impureté, un grain de calcaire, coincé dans le clapet de la soupape, qui l'empêche de se fermer complètement. Et les conséquences, c'est grave? C'est surtout très coûteux. D'abord, un gaspillage d'eau chaude énorme. Des milliers de litres par an qui partent à l'égout. Et donc une surconsommation d'énergie, parce que le chauffe-eau doit sans cesse réchauffer l'eau froide qui remplace celle qui est perdue. C'est un vrai gouffre financier. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'éviter? Une petite maintenance? Oui, et c'est d'une simplicité incroyable. Le guide nous dit bien, une fois par mois, on actionne la molette rouge du groupe, on la tourne, on laisse l'eau couler fort pendant quelques secondes, et on referme. Un flush. C'est ça. Ça permet d'évacuer les petites impuretés avant qu'elles ne bloquent le mécanisme. 10 secondes par mois pour économiser beaucoup d'argent. Si ça continue de couler malgré ça, là, il faut le faire changer. C'est vraiment un parcours très complet. Si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On est passé du tableau électrique aux composants internes. On a surtout appris à ne plus considérer le chauffe-eau comme une boîte noire mystérieuse. On a une méthode.
C'est exactement ça. On n'est plus la personne qui subit, on devient celle qui mène l'enquête. On suit les pistes, dans l'ordre. D'abord l'électrique. D'abord l'électrique, oui. Disjoncteur, bouton de réarmement. C'est simple, rapide et ça règle une bonne partie des cas. Ensuite les commandes. Si on est en heure creuse, la piste des commandes avec le test de la marche forcée, qui est un outil de diagnostic génial. Et seulement à la fin, si ça ne marche toujours pas, on analyse les symptômes plus profonds. Une eau tiède qui sent le calcaire, une fuite continue, Voilà, qui pointe vers la résistance ou le groupe de sécurité. c'est la donne synthèse. Il s'agit de développer une sorte d'intuition, mais une intuition informée. Savoir faire la différence entre la petite panne qu'on règle soi-même et le vrai signal d'alarme qui impose d'appeler un pro. Ça apporte une vraie sérénité. On passe du stress à la stratégie en fait, c'est plus confortable. Absolument. Et le message final, c'est aussi la prévention. Comprendre que le calcaire est le grand ennemi, ça pousse à agir. La petite manip mensuelle du groupe de sécurité, c'est l'exemple parfait. Prendre soin de son matériel. Pour éviter qu'il nous lâche au pire moment. Et tout ça, ça soulève une question intéressante pour aller plus loin. Si on identifie si clairement le calcaire comme l'ennemi numéro 1 pour la résistance, pour le groupe de sécurité, quelle stratégie préventive on pourrait mettre en place au-delà de la simple maintenance? Comme quoi, par exemple? On peut penser à la dureté de l'eau dans sa région, à l'installation d'un adoucisseur, ou même au choix d'un appareil avec une technologie anti-calcaire dès le départ. C'est peut-être là que se trouve la vraie solution pour ne plus jamais, ou presque, avoir à mener l'enquête sous une douche froide.